Donc bienvenue à ce qui est la première séance de cette deuxième partie de notre réflexion sur le grand transition. Donc pour ceux qui n'étaient pas nécessairement là les autres fois, on a passé les 4 premiers mois plus ou moins de cette réflexion collective à faire un peu le point sur les limites d'un modèle fondé sur la connaissance, avec des philosophes, des économistes, des sociologues, etc. Et puis maintenant on passe à une deuxième partie qui est plutôt une exploration d'une série d'alternatives qui sont déjà portées aujourd'hui dans un modèle, oui, de type alternatif, économique ou sociétal alternatif. Avant, dans un troisième temps qui viendra, mais on l'a dit d'ici 1 an en réalité, et j'en reparlerai tout à l'heure, qui sera celui des juristes, se poser la question de savoir qu'est-ce que le droit peut apporter à ces réflexions, à quelque niveau que ce soit, dans quelques branches que ce soit. Voilà, aujourd'hui nous avons une première séance consacrée à une autre économie, hein, donc les 4 premières séances seront sur une autre économie, les suivantes seront sur une autre gouvernance, une autre économie, et on va se concentrer sur deux instruments ou deux phénomènes relativement récents mais très, très puissants et qui se développent très très fort aujourd'hui, qui sont d'un côté les monnaies complémentaires, les monnaies locales, et les circuits courts. Alors, pour faire court justement, je vais sans tarder passer la parole à Jean-Luc Roux, qui est sociologue, mais qui est surtout ici expert indépendant en monnaie complémentaire, qui a participé à la mise en place de toute une série de monnaies et qui a des choses absolument passionnantes à nous raconter. Merci à lui déjà d'avoir accepté cette présentation. En tous les cas, c'est moi qui vous remercie de m'inviter. J'essaie d'être à la hauteur. C'est un sujet qui est tellement vaste et qui me passionne tellement qu'il faut toujours trouver un fil conducteur pour amener. Le premier fil conducteur, c'est les monnaies complémentaires, c'est initiative citoyenne. Et donc l'idée qui est derrière ça, c'est que je pense qu'aujourd'hui les citoyens doivent reprendre toute une série de fonctionnalités qui sont celles de l'État, doivent le reprendre en main. Et donc notamment la fonction monétaire, ce qui n'est pas la moindre. Dans un souci de quoi, de se réapproprier l'économie locale, qui est beaucoup trop souvent impactée par des décisions qui ne sont pas prises au niveau local, qui ne sont même pas prises au niveau régional. Regardez Caterpillar, les décisions ne sont pas du tout prises en Belgique, et vous n'avez pas le moindre, le moindre pouvoir sur ce qui se passe. Et donc ici, l'idée c'est de voir comment est-ce que je peux, en tant que citoyen, reprendre du pouvoir dans mon économie locale et y compris même l'économie régionale. Alors il aurait fallu tout un atelier précédent ceci pour parler de la monnaie. Si par exemple, je demande ici dans la salle, qui crée la monnaie? Est-ce que vous pensez que c'est l'État qui crée la monnaie? Est-ce que vous pensez que c'est la Banque centrale qui crée la monnaie? Est-ce que vous pensez que ce sont les banques privées qui créent la monnaie? Je vois aucune main qui se lève, vous ne pensez rien. Oui, c'est le 3 en même temps. Alors l'État non. L'État non, mais la Banque centrale. La Banque centrale elle joue un rôle pour la monnaie, ce qu'on appelle la monnaie fiduciaire, c'est la monnaie que vous avez en trébuchant, les billets et les caisses, mais ça représente une infinie partie de l'économie. La grande majorité de l'économie, qui est gérée avec des transactions financières et bancaires, c'est bien la banque privée qui s'en occupe. Alors, comment est-ce qu'elle est créée, cette monnaie? Est-ce qu'on fait tourner la planche à billets? Est-ce que c'est du niveau... en accordant des crédits. En accordant des crédits. Et donc la création monétaire vient des crédits. C'est quand même déjà important de savoir si la monnaie, donc tout ce qui circule dans votre économie locale, régionale et nationale, vient de crédits, ces crédits sont remboursés avec un taux d'intérêt. Le taux d'intérêt est l'intérêt que l'on demande sur l'investissement que vous allez faire. C'est le moteur de la croissance. Alors on peut discuter, je sais que vous allez avoir ce débat, on peut discuter de la croissance, on dit ben, arrête à la croissance, comment voulez-vous arrêter la croissance? C'est la création monétaire de faire la main. C'est comme si moi je disais tout d'un coup, on va soigner les alcooliques avec ma réserve en whisky. Donc, utiliser le mécanisme monétaire et croire qu'on va sortir de la croissance, c'est une illusion.
Alors, comment est-ce que la monnaie est imposée? Comment se fait-il que vous et moi, on utilise dans nos transactions locales, nationales, internationales, quand on va en vacances, on utilise la monnaie unique? Quel est le moteur de ça? Est-ce que... Quoi le moteur? C'est la loi qui vous l'impose? C'est un arsenal juridique compliqué? Quel est le moteur fondamental qui fait que vous devez avoir des euros dans votre poche? La confiance. D'accord? La confiance? La confiance, c'est une résultante. Ok? C'est pas ça le moteur. Si vous n'avez pas, si évidemment vous n'avez pas confiance dans une monnaie, ben, quel que soit le mécanisme. Mais il y a un mécanisme derrière. Pourquoi on a besoin? Pour? Nous, on peut faire des transactions autrement. Facilité. Ce n'est pas le moteur fondamental. Le moteur fondamental qui impose la monnaie, c'est l'État qui dit « je ne veux que de cette monnaie-là ». Donc vous allez payer mes impôts, mes taxes dans cette monnaie. Ça, c'est le moteur. Je suis obligé d'avoir des euros. Parce que j'ai l'État qui m'impose ce qui est imposé à chacun des citoyens, le paiement en taxes. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas de raison d'avoir une unicité monétaire. On peut commencer à en développer d'autres. Mais quand on doit passer par ce fil-là, ben voilà, ça c'est le moteur avéré de la monnaie unique que nous consommons les uns et les autres. Alors tout ça, vous allez avoir des référents derrière, c'est documenté par du travail scientifique et économique. Je l'ai dit parce que ce n'est pas le thème de la conférence. Il faut comprendre ça, pourquoi les citoyens cherchent d'autres choses et d'autres solutions. Oui. Vous dites que c'est l'État qui l'impose, mais en fait, comment dire, c'est in fine, ça, parce que c'est d'abord dans les échanges économiques, ce sont ceux qui vendent, qui imposent, en euros. Et pourquoi ils ont de l'euro dans leur poche et pas autre chose? Oui, donc c'est de proche en proche, on arrive à l'État. Ben oui. S'ils ont de l'euro en poche et pas autre chose, c'est parce que, in fine, la taxe sur leur transaction va être payée dans la monnaie unique. Et alors, qu'est-ce que la monnaie, ça? Alors, j'ai été l'auteur d'un film qui s'appelle 12 révoltes, et dans lequel on a abordé ces problèmes-là. Et si ça fonctionne... Ça ne fonctionne pas. Désolé, je m'interromps. Ça marchait encore jusqu'à hier soir. Tac. Je vais sortir de quelques minutes. Quel son? Pas suffisamment. Vous pourriez augmenter le son, sinon je suis au maximum. Aujourd'hui, il s'attend que les excès de logique financière et commerciale épuisent totalement l'homme, la nature, la planète, la vie même. La plupart des gens sont se protéger. C'est réalité d'ici 2015 ou 2015, c'est impossible. Il faut développer, vous n'avez pas d'image. On a vu un bout de la fenêtre, vous l'avez c'est pas passé. L'image est passée. Je peux sortir de celle-ci. Si l'autre passait, je peux reprendre l'autre. C'est la même place? Il y a quelque chose qui est passé, c'est reparti. Ça non plus.
Voilà. Ok. Il faut développer autre chose pour redonner l'autonomie citoyenne à la création monétaire. La monnaie conventionnelle n'est pas neutre, elle provoque un truc une compétition parmi les participants. Ce qui est un problème quand vous voulez qu'il y ait une société qui soit collaborative dans des projets que nous pouvons faire en façon conjointe. Je n'ai pas d'objection sur le fait qu'une monnaie compétitive existe, c'est utile. Mais quand c'est un seul jeu, on détruit la société. Quand on a un monopole monétaire, une seule type de monnaie, la moindre chose qui va mal là-bas, tout s'arrête. Et c'est ce que nous avons vécu maintes fois. Le Fonds monétaire, depuis 1970, il y a eu 425 pays qui sont passés par la moulette d'une crise systémique. Dans aucun cas, une non-culture peut être ça. Et c'est ce que nous avons évidemment pu prouver en courant. Par exemple, une culture de l'investissement qui est passée. Bon, prenons une forêt de sapin. Ça croît vite, c'est très efficace. Si vous voulez des mètres cubes de bois par an, c'est ça qui va pousser. Par contre, une allumette, un morceau de verre, et nous avons une chose dans le système économique. Quand il y a un problème monétaire ou bancaire, tout s'arrête. Et donc l'idée, c'est de créer la diversité. Il faut un minimum de diversité. Il faut trouver d'autres moyens d'échange, possible, okay, et avec d'autres acteurs qui créent ces moyens d'échange, ou qui le gèrent, de façon à ce qu'il y ait une diversité. Donc ce qu'on vient de voir ici, désolé pour les petites transitions, c'est que la théorie économique, elle considère l'instrument d'échange comme étant neutre. Dans vos cours d'économie, pour ceux qui ont eu des cours d'économie, la monnaie est un instrument neutre. Et elle est souvent définie par sa fonction qui ne définit pas la monnaie. On dit c'est un moyen d'échange, effectivement. On dit c'est une réserve de valeur, effectivement. On dit c'est une unité de compte, ça permet de mesurer, effectivement. Ça c'est la fonctionnalité, ça n'est pas la définition de la monnaie. La définition de la monnaie n'est pas donnée dans les cours monétaires. C'est incroyable. Ce que Bernard Létard nous dit, c'est que ces fonctionnalités de la monnaie, telles qu'elles sont construites, l'ADN, si vous voulez, de la monnaie, entraîne nécessairement une conception à court terme de l'économie. Alors on peut expliquer ça avec l'équation du taux d'actualisation, où on montre que c'est le taux d'intérêt
qui définit la durée d'un investissement. Par exemple, dans les années 80, je travaillais sur les villages autonomes en énergie et on était à des taux d'intérêt de 12%. Et il n'y a personne qui voulait d'un projet où les returns étaient sur 30 ans. Et donc ça déterminait de prendre des options énergétiques de court terme et pas de long terme. C'est juste un exemple. On a une croissance perpétuelle puisque on crée la monnaie à travers les prêts. Les prêts sont avec un taux d'intérêt. Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un derrière qui puisse créer suffisamment de valeur pour que la partie de l'intérêt puisse être payée. Et donc on est pris dans un engrenage de croissance. On a une concentration de la richesse et des inégalités. Voir Piketty, il y a un autre économiste qui avant ça avait travaillé là-dessus, c'est Pareto. Et vous devez connaître l'effet Pareto, même en sociologie, on vous apprend l'effet Pareto, c'est-à-dire que sur une distance moyenne, sur un temps moyen, vous avez la répartition de la richesse qui se fait 20% des tenants de l'économie ont 80% de la richesse et 80% ont 20%. C'est une loi qui a été établie par cet économiste italien sur base d'un modèle monétaire qui est celui qu'on connaît, dans lequel l'État joue encore un rôle. On a la rupture des liens sociaux, vous avez entendu Bernard Guetta, on est dans la compétition. On est en compétition les uns par rapport aux autres, on n'est pas dans une économie de coopération. Et puis les crises sociales et écologiques, et je pense que la crise écologique vient justement de l'économie de croissance dans laquelle on est, qui est l'économie de toujours plus, et qui met à mal les réserves de la planète. Juste pour donner des petits signes. Alors ça peut... On peut aussi se dire, mais attendez, qu'est-ce que vous me racontez là? La monnaie a quand même des aspects positifs. Alors oui, elle a des aspects positifs. Elle permet la concentration à des niveaux qui n'ont jamais été connus dans le passé. Ça permet de fabriquer des avions, des voitures, d'avoir du matériel hautement technologique pour la médecine, de monter des gratte-ciels. Tout ça, vous pouvez faire parce que vous avez de la concentration monétaire. Et donc, ça fait le côté positif jusqu'à un certain point. Les effets négatifs, c'est les inégalités qu'elle engendre. Aujourd'hui, 62 personnes les plus riches du monde détiennent autant que 3,6 milliards de personnes les plus pauvres sur cette planète. Vous avez 62 personnes qui ont une concentration monétaire privée équivalent à 3,6 milliards d'individus. Il y a 10 ans, c'était 275 personnes et c'était à peu près 2,5 milliards des 47 pays les plus pauvres de la planète. Vous avez la répartition entre l'économie réelle et l'économie financière. Alors le slide n'est pas récent, on n'a pas trouvé le plus récent, mais ça n'a pas changé, si ce n'est que ça s'est aggravé. C'est que voilà. L'économie réelle, c'est-à-dire celle avec laquelle vous vivez vous, c'est 44 800 milliards de dollars par an. L'économie spéculative, c'est 2024 milliards de dollars par an. Ça, c'est la part réelle de l'économie, et l'autre, c'est ça. Et ça, c'est le type de monnaie, c'est cette monnaie unique créée avec les 3 fonctions qui permet d'avoir cette concentration ou cette spéculation ou cette masse financière sur laquelle on spécule et qui n'intervient en rien dans l'économie réelle, qui est l'économie des biens et des services. Il y a quand même un petit problème, il y a un bug dans le système quand on voit ça. Et si on veut s'attaquer à ça et qu'on ne s'attaque pas au problème monétaire, bien on passe à côté, on continue à soigner l'alcoolique avec lui. Si on regarde aussi la création monétaire qui est passée par les banques privées depuis 1972 et qu'on regarde une projection, l'application de l'article 123 du traité de Lisbonne qui n'autorise plus aucune banque centrale à être à la manœuvre pour la création monétaire en dehors des pièces et des billets, vous auriez eu pour la France aujourd'hui un déficit en 2008
de 8,6%. Et la France, à cette époque, 2008, 78% de déficit, qui est l'accumulation du paiement des intérêts de la dette. C'est quand même choquant. C'est de se dire, les citoyens vivent une austérité extrêmement forte, les gens sont dans la rue aujourd'hui à cause de ça, parce que l'État fait son propre financement au travers du financement des banques privées. C'est-à-dire qu'il va trouver son financement dans les banques privées à travers le crédit bancaire qui lui coûte énormément en taux d'intérêt. Et si on fait l'accumulation des taux d'intérêt, c'est ça qui représente aujourd'hui la part d'endettement d'un État. Il y a de quoi réfléchir. Si on veut répondre aux gens qui sont de dehors, à un certain moment, il faut dire on doit mettre fin à ça. Alors le FMI, la Banque mondiale ont pensé à ça. Ça s'appelle le plan de Chicago. Je vous invite à aller voir ça. C'est comment remettre ou mieux partager la création monétaire entre l'État et les banques privées de façon à amoindrir cette différence qui est ici. Ça s'appelle le plan de Chicago. C'est sorti par le FMI. Alors ce plan, il a l'avantage de pouvoir résoudre le problème des taux d'intérêt cumulés pour l'État, mais il reste dans la logique de la monoculture financière. Et donc il ne résout qu'une partie du problème. En bref, et très très vite, je reconnais ce qu'on a vu, c'est qui produisait la monnaie, on a vu comment le monopole de la monnaie est imposé, on a vu quels en sont les effets, et l'ensemble de ces points qu'on vient de voir ensemble nous permet la question qui est de se dire, mais pourquoi ne se réapproprions-nous pas la création monétaire? Et oui, c'est faisable, des citoyens l'ont fait. Alors on va changer un peu les règles de l'économie monétaire classique et on va donner une autre définition à la monnaie. On va dire la monnaie est un accord au sein d'une communauté d'utiliser un objet commun, du temps, une monnaie locale, des ponts, en tant que moyen d'échange, pour recréer des échanges pour des besoins qui ne sont pas satisfaits par la monnaie conventionnelle. Par exemple, les besoins non satisfaits en monnaie conventionnelle, on tombe très vite sur le budget de l'éducation, le budget de la culture, le budget de la santé. Voilà des budgets pour lesquels la monnaie conventionnelle tombe un peu à court, et ce sont les budgets qui seront les premiers qui vont être touchés en cas d'austérité. Et aussi de voir comment est-ce qu'on peut mobiliser les ressources sous-utilisées de notre économie. Alors voilà, 3 minutes sur ce que c'est qu'une monnaie. Sans passer par les monnaies traditionnelles. La plupart d'entre elles sont de formidables leviers de mobilisation des communautés autour de l'échange qui ramènent les gens et les savoirs au centre des préoccupations de l'économie. On les appelle les monnaies complémentaires. Les monnaies complémentaires sont des moyens de paiement mis en circulation en complément de la monnaie nationale. Elles sont émises et gérées par les citoyens eux-mêmes regroupés en associations. La monnaie s'échange au sein de l'association autour de 1 pour 1. Une unité de monnaie égale 1 euro. Son cours reste fixe. Aucune thésaurialisation n'est possible. On ne peut pas l'accumuler pour en tirer profit. Aucune spéculation non plus. Et l'épargne en monnaie complémentaire n'est pas rémunérée. Certaines de ces monnaies complémentaires sont même fondables. Elles perdent de leur valeur si on ne les réutilise pas avant un certain temps. L'objectif de ces monnaies est social, environnemental, local ou encore régional, tous porteurs d'humanité et du sens que les monnaies conventionnelles n'incarnent plus. Une monnaie complémentaire, ça peut entre autres
Voilà, ça c'était juste pour vous donner quelques éléments de base sur la création de ces monnaies complémentaires. On les cite une convertibilité de la monnaie conventionnelle en une monnaie locale. La convertibilité, c'est la possibilité, le potentiel qu'on se donne à donner une autre fonction à la monnaie. Et vous avez vu que dans les fonctions, il y a des fonctions qu'on retire à cette monnaie. On lui dit à cette monnaie, tu ne peux pas être thésaurisé. On dit à cette monnaie, peut-être même que tu vas recevoir une taxe sur le parking. C'est-à-dire que si vous la mettez pour thésauriser, vous allez devoir payer un intérêt sur la thésaurisation. Bon. On dit que c'est une monnaie qui est orientée vers un pan de l'économie. Le pan de l'économie qui ne fonctionne pas, justement. Et de dire, ben voilà, en travaillant cette monnaie-là, on va dynamiser ce pan d'économie qui est un peu en panne. Ça va aussi permettre de redynamiser les échanges au niveau local. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où vous ne pouvez pas garder dans votre poche ou sur un compte la monnaie, il y a un incitant qui se met en place à faire circuler cet argent. Il ne me rapporte rien, et même il me coûte si je le garde dans ma poche. Donc qu'est-ce que je fais? Je l'utilise. Et on voit, pour utiliser un terme un peu plus technique, que la vélocité de ces monnaies est entre 4 et 5 fois plus que la vélocité de la monnaie conventionnelle. Un euro, par exemple, il sort de la banque, il fait 3 tours et demi dans l'économie, et puis il revient dans la banque. Une monnaie complémentaire va sortir, va faire 5 tours, et certaines monnaies font jusque 19 tours avant de revenir dans la banque communautaire. Si le même billet, la même unité a permis 19 échanges, vous avez une dynamisation par 6 par rapport aux échanges en monnaie conventionnelle. Alors, est-ce qu'il y a un cadre juridique pour ces monnaies? C'est un grand débat. La France est le premier État européen à travers la loi du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire. Dans son article 16, est la première, vous voyez mal, vous êtes myope, vous ne voulez pas vous mettre par ici, c'est ça? Parce que le texte est net, donc c'est le premier pays européen qui légalise la production des monnaies citoyennes. C'est assez intéressant de voir ça. Je vous invite à aller voir cette loi. Elle a, à mon avis, 10 ans d'avance, mais elle n'est pas appliquée. Comme beaucoup de lois d'avant-garde, elles sont là. Ça ne rend plus des monnaies illégales, mais ça n'a pas encore été l'accélérateur suffisant. Dans le Code monétaire et financier français, il y a aussi une exception qui est faite de créer une monnaie dans tout ce qui est des cercles fermés, un club. Le club peut créer sa propre monnaie du moment que ça n'aille pas en dehors. Donc, il y en a qui ont eu l'idée de dire, on va faire un club de citoyens au niveau d'une ville, et on est chacun membre de ce club, et ça permet la circulation de la monnaie complémentaire dans la ville, et ça a une forme de légalité jusqu'à un certain point. Ce qui est intéressant, c'est que d'autres pays ont fonctionné autrement. L'Angleterre, par exemple, a autorisé les monnaies complémentaires dans un fameux article qui date du mois de mars 2014, dans lequel la banque dit, et je peux vous envoyer tout ça, et la banque prend une position tout à fait particulière comme banque centrale, et dit ce que ces monnaies qui sont occupées d'exposer en Angleterre font, la livre sterling ne peut pas le faire. Et à ce titre, nous autorisons l'usage de ces monnaies, pour autant qu'elles restent restreintes et limitées dans le temps. Mais c'est quand même un truc. Au Brésil, il y a eu les monnaies sociales Banco Palma qui ont émergé dans les favelas, et tout d'un coup, la Banque centrale brésilienne, dans les années 2000, on dit stop, illégal. Ça, c'est de la fausse monnaie. Et il y a eu, comment dirais-je, un recours à
Cour suprême brésilienne avait l'appui du président Lula à l'époque, et la Cour suprême a dit non, dans le cadre des plans d'action pour la pauvreté, etc., ce type de monnaie est autorisé. La même chose s'est passée au Kenya avec le Benga Pesa, où il y a d'abord eu les gens qui ont créé cette monnaie ont été en prison, puis de nouveau jugement, autorisation. Et en Uruguay, c'est aussi un pays qui a donné un cadre légal. C'est à peu près les seuls pays dans lesquels vous trouvez un cadre légal qui encadre la production de ces monnaies. Donc la Belgique est en panne par rapport à ça. On est dans une zone grise. Où là on n'a pas légiféré, on peut le faire, puisqu'on n'a pas légiféré. Mais ça demanderait quand même de s'inspirer de ce que les Français ont fait. Alors on va enfin arriver à un premier cas, le cas du Bristol Pond en Angleterre. Ici c'est un petit film en anglais. Alors juste le cadre général, Bristol Pond c'est un cas que j'ai suivi de près, j'étais plusieurs fois là-bas. Bristol Pond c'est une ville d'1 million d'habitants, le cœur c'est 400 000, c'est comparable à la ville de Liège. Il y a 10 ans, c'est la crise économique là-bas. Crise sidérurgique, crise minière, c'est une zone noire. Et il y a des citoyens qui décident de prendre leur futur en main et de créer une monnaie, qui est le Bristol Pond, pour développer tous les échanges locaux à l'exclusion des échanges extérieurs. Par exemple, les grandes surfaces vont être exclues de cette monnaie. Mais les TPE et les PME seront inclus dans cette monnaie. Et on voit que ça marche. Il y a quelque chose qui se passe, et puis ça bloque. Et ça bloque parce qu'il y a de l'accumulation de monnaie chez les pourvoyeurs de services, des petits commerçants et autres. Et ils se retrouvent avec cette monnaie et on ne sait pas trop quoi en faire parce qu'on n'a pas eu l'intelligence de demander à nos fournisseurs de pouvoir être payés dans cette monnaie, etc. Il va se passer quelque chose d'absolument incroyable là-bas, c'est que la commune va venir et va dire à ce mouvement de citoyens, on veut travailler avec vous, on va travailler main dans la main. Et c'est ce que je vous propose de regarder en espérant que la vidéo... Bristol prides itself on being slightly unorthodox, slightly edgy. People like to do unusual things. A couple of 100 years ago, we even had our own time. And today, what better thing to do than to recreate a simple, honest means of exchange amongst the citizens of the city? And that's the Bristol Bank. This idea began over 2 years ago. A few of us got together and we thought it would be a great thing to do a local currency at scale across a major city and to use an electronic means of exchange as well as printed Bristol pounds. So that's how it began, and enormous enthusiasm followed. A team of people arose, now about 10 of us in the team, working this hot shop to make this thing happen. Bristol's a good place for the Bristol pound because it is a large city. You have to do these things at scale. Our hope is that having our own local currency will focus people's minds on all things local and also on being creative. Sort of set us free from what's given to us from on top. To think again about the way that we relate to one another, the way that we exchange our goods and services, and we hope new grassroots enterprises will arise. People in the city can open accounts, help with Bristol Credit Union, they can then withdraw printed Bristol pounds, and they can use the mobile phone exchange system that we've developed. So this is instead of debit and credit cards. So people have like printed currency, and they can also use the web to transfer. So in all the ways people want to spend their money, they can. But what they can do here is they can spend money with their values. They can say, I want to back the city, I want to back our local traders, I care about my high street, so I can commit some of my spend each month to Bristol Pound and know that I'm supporting the local economy. Traders who receive Bristol Pounds can do several things with it. The first thing they'll want to do is to see if their suppliers are members, and we'll be working with our traders to bring their suppliers into membership, so we create a virtuous economic circle. But they might also invite the staff to take some
Bristol pounds. If they've got printed Bristol pounds, they might offer them in change, and they can also use their Bristol pounds to pay their business rates. We arrange a system with Bristol Credit Union where that can be done. There'll be a map on our website showing all the traders who are members and what they're offering. People will be looking to spend their Bristol pounds, and they'll see what's on offer, where it is on offer, and so it's going to attract attention to local businesses. Of all the money spent in the city, most of it leaves the city almost as soon as it's spent. It goes up to the financial institutions and gets lost. What people can be sure of with Bristol pounds is that they're circulating in the city, and that's where they'll stay. And it's for the good of the people that it exists. It's not complicated by financial derivatives, it's not being gambled on anywhere, it's just simple honest money. Not many people realise that a local high street is actually a web of people, and they tend to know one another, and they even care about one another a bit. And in our society, that's precious. So people go shopping, but they don't just go shopping, they go to meet people. And in the little casual interactions of the high street, community life is actually made. Now that's precious, and that's something we want not only to preserve, but to prosper. Donc voilà, un cas très pratique. Tout n'est pas dit. Mais ce qu'on ressent, c'est ça renforce des liens sociaux, ça donne un sens à l'économie locale, ça permet de dynamiser l'économie locale. Il y a plus de 800 commerces qui se sont ralliés à ce système. Aujourd'hui, le Bristol Pound contribue à la résilience économique locale. 25% de l'économie locale est estimée en Bristol Pound aujourd'hui. C'est un quart, c'est énorme. Des millions de personnes sont concernées. Et ce qui est intéressant ici, c'est de regarder quels ont été les clés de succès de cette monnaie. D'abord, la commune de Bristol a autorisé le paiement en Bristol Pound pour les salaires des fonctionnaires. Les augmentations des fonctionnaires se sont faites en Bristol Pound. Ça veut dire que tout d'un coup, vous avez une masse d'acheteurs supplémentaires. L'énergie, pour autant que ce soit de l'énergie verte, venant de coopératives énergétiques de la région de Bristol, les populations défavorisées peuvent payer leur énergie, l'électricité notamment, avec le Bristol Pound. Ils n'ont plus besoin d'avoir du pound, qui peut être réservé à d'autres dépenses, pour pouvoir combler leurs besoins d'énergie. Le transport est également payable en Bristol Pound. La taxe locale, qui est importante aux États-Unis, en Angleterre, plus importante que chez nous, tous ces détaillants, ces traders, quand ils ont une accumulation de Bristol Pound, parce qu'il leur manque des fournisseurs en Bristol Pound, ils payent leurs taxes avec. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la commune s'est retrouvée avec un sérieux paquet de Bristol Pound. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a renégocié ses cahiers de charges avec ses fournisseurs de services. En disant, vous voulez continuer à fonctionner pour nous, on va établir un cahier de charges évolutif dans le temps, mais dès cette année, vous allez payer 20%, vous allez facturer vos services, 20% en Bristol Pound, 80% en pound. Et sur une période de 5 ans ou de 7 ans, je n'ai plus les chiffres exactement en tête, on va arriver à plus de 50%. Quand la commune paye 20% en moins sur cette transaction de services, elle met 20% d'argent conventionnel de côté. Et donc, elle se donne de l'oxygène budgétaire sans faire appel à l'État central. Et cet oxygène budgétaire, elle peut l'orienter vers des politiques où la monnaie complémentaire ne fonctionne pas. Si j'ai besoin de mettre des ordinateurs dans les écoles pour l'éducation, je ne peux pas les acheter en Bristol Pound. Mais j'ai augmenté mon budget d'éducation parce que j'ai une double économie qui fonctionne. Vous saisissez ce mécanisme. C'est ça qui est génial. Et alors ça se compagne. Vous avez le Brixton Pound, vous avez le Totnes, le Stroud, le Lewis. Et c'est vraiment endémique
maintenant en Angleterre, surtout depuis la position de la Banque centrale anglaise, c'est-à-dire depuis 2014, s'est occupé de se préparer. C'est vraiment un tsunami qui se met en place. Je pense que vous l'avez entendu, l'argent n'est pas placé sur les marchés financiers, donc pas dans les paradis fiscaux, contrairement à la plupart des grandes banques privées, il est réinjecté dans l'économie locale. L'argent est donc protégé en cas de crise financière de la vie prospérité. Je ne sais pas combien de temps il me reste. 5 minutes. 5 minutes. Je ne vais pas vous présenter ce cas-là parce que ça c'est le cas d'une banque suisse. Le WIR, il était présenté dans le film Demain. Mais ce cas-là, et vous avez les références, je pense, madame, là, les fameux photos ici. Vous avez des études qui se sont faites, il y en a 5 qui se sont faites, dont une à Harvard, des études d'économie, qui ont démontré que la stabilité de l'économie suisse était liée au fait qu'un quart de l'économie suisse fonctionne avec une monnaie complémentaire qui est contracyclique. C'est-à-dire que les échanges dans le monde des entreprises se fait plus en monnaie complémentaire, oui, quand le crédit devient cher, au niveau du franc suisse, quand le crédit devient bon marché, et ça fait ça. Mais en conclusion, on a une économie qui reste haute, plutôt que d'avoir des chocs cycliques. Je vous invite vraiment à aller voir ça, mais je passe ça. En Belgique, bon, ben, il y a des choses qui se passent, il y a les Pi, le Valeureux, les Seine, le Torrequeux, l'e-porte-monnaie, le RES, dont je peux faire circuler aussi le mode de paiement. Mais si j'ai repris une monnaie ici, je vais reprendre le Torrequeux. Et je vais prendre le Torrequeux parce que c'est un projet qui me tient vraiment à cœur. Et qu'on vit un problème énorme de migrants dans notre pays. Eh bien, la ville de Gand, il y a 5 ans, a résolu dans un quartier de Gand, qui s'appelle le Rabot, le problème des migrants. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans le quartier de Rabot? Il y a 2 tours qui ont été construites et qui ont une population majoritairement turque, mais où globalement il y a 20 langues différentes qui se passent, elle est hyper cosmopolite. Et ces gens-là ont été invités il y a 20 ans à venir travailler en Belgique, et le travail pour lequel ils ont été invités n'est plus. Et donc ils se sont retrouvés au chômage, exclus du chômage, dégradation des biens publics, dégradation du rabot, où les gens ne se sentent plus en sécurité pour aller là-bas, les dealers qui ont augmenté leur présence, vraiment sinistrose. Et le ministère flamand des Affaires sociales, à l'époque, a contacté Bernard Littard et son équipe en disant « Est-ce que votre système de monnaie-là pourrait pas être une solution pour les problèmes qu'on se trouve là ?» Alors on s'est mis à réfléchir avec une équipe de sociologues, on a enquêté auprès de ces populations et on leur a posé comme question, parmi les questions importantes, mais il y en avait une qui était très importante, fondamentalement, de quoi, qu'est-ce que vous souhaiteriez le plus en tant que population migrante ici, dans le quartier du Rabot? Et alors on a tous été scotchés par la réponse, et 85% ont répondu « on veut de la terre ». Vous voulez de la terre, pourquoi faire? On veut nos potagers, on veut cultiver nos légumes, ça fait partie de notre tradition. On veut avoir au moins une emprise sur quelque chose. Oui, de la terre, à Gand c'est cher, et il n'y en a pas beaucoup. Donc on vient vers la ville de Gand, on dit mais écoutez voilà, est-ce que vous pourriez avoir la terre à disposition? Non. Et puis il y en a un qui dit oui mais on a des friches industrielles. Beaucoup, oui. Elles sont utilisées? Non. Est-ce qu'on pourrait imaginer d'utiliser ces friches industrielles et mettre de la terre arable pour des potagers? Oui. Ok, bien. On a déjà, vous voyez, c'est non utilisé, souvenez-vous la définition de la monnaie, une ressource non utilisée, des friches, des besoins non remplis, des immigrés qui n'ont pas une satisfaction de vie. Et on retourne vers les immigrés, on leur dit voilà, vous allez pouvoir avoir un lopin entre 30 et 50 mètres carrés, wow, mais vous ne pouvez pas le payer en euros. D'abord, vous n'avez pas d'euros, parce que si vous êtes en pleine crise financière vous-même, vous allez devoir le payer en Torrequeux.
Pourquoi le taux-recueil? Parce que c'est le symbole des deux tours. Ah bon? Et comment est-ce qu'on gagne du taux-recueil? On gagne du taux-recueil en étant au service de la communauté. Donc, recréer du lien là où le lien était cassé, dans le quartier du Rabot. On va discuter. Voilà la liste des besoins de la commune: aide aux personnes âgées, les enfants, sortie d'école, réhabilitation de la ville puisque tout a été saccagé, gestion des parcs. La liste est grande. Et on dit, mais parmi vous, quels sont ceux qui ont envie, qui aimeraient, qui se sentent attirés par? Et ça s'est fait. Et donc on a créé la bourse du travail bénévole. Et on a mis un taux de rémunération en taux recueil. Et c'est avec ça qu'ils ont payé leur location. Alors bon, on a un environnement pauvre, on a des lieux dégradés, on a des communautés en conflit, on a la moitié de la population migrante de première génération, on a 20 langues différentes, et qu'est-ce qui se passe? On crée ces jardins, on crée une économie locale en taux recueil. Avec cette économie locale, on va créer du business local. Des magasins vont commencer en coopérative à vendre des produits de première nécessité en taux recueil. Et ça, c'est visible. Et puis, il y a l'invisible qui s'est produit. L'invisible qui s'est produit, c'est la réduction du gap entre les populations bobos du quartier Rabot qui étaient encore là et les migrants. Parce qu'ils se sont rendus compte que le migrant n'était pas l'horreur qu'ils avaient en tête. Il s'est occupé de leurs parents, de leurs grands-parents, des enfants. Ils ont embelli la ville. Ils sont rentrés en contact avec des populations pour lesquelles il n'y avait plus de contact, si ce n'est dans la violence. Et tout d'un coup, cette animosité qu'il y avait contre l'étranger a fondu comme neige au soleil. Et vous pouvez aller voir aujourd'hui au Rabot la collaboration qu'il y a à travers le et café, à travers le taux recueil agricole, à travers les jardins potagers, et interviewer n'importe qui dans la rue, ils n'ont plus cette haine de l'étranger parce qu'il fait partie du lien social de la commune. Et ça, c'est une réussite, et elle n'est pas faite en euros, et elle n'est pas non plus convertible en euros. On a créé ce qu'on appelle un think, un besoin auquel on ne peut répondre qu'à travers une monnaie locale qui permet de répondre à des besoins qui ne sont pas remplis, et notamment toute une série de services que la commune ne peut pas remplir. Et j'en ai quasi fini. Donc en conclusion, on a vu un petit peu les avantages et les désavantages des monnaies conventionnelles, et on a vu les monnaies complémentaires. Et moi je dirais, on sent derrière tout ça l'intérêt qu'on aurait à développer une écologie monétaire belge et européenne pour tous les secteurs qui ne doivent pas être gérés par une monnaie conventionnelle. Vous avez toute une série de références dans ma présentation. Et voilà, avec un petit peu de ça, je vous remercie de votre attention et je suis ouvert à toutes les questions. Merci vraiment pour ce très bel exposé. Moi je propose une motion d'ordre quand même, parce que je vois qu'il est 2h moins 5, de peut-être d'abord donner la place à nos deux autres intervenants, et puis après de faire un tour de questions en général, et ceux qui ne peuvent pas rester après 2h30, mais qui ne peuvent pas partir, il n'y a pas de problème, évidemment. Voilà, alors c'est tout de suite la parole, peut-être que ça on ne va pas faire le tour de temps, à Frédéric Constantinos et Jean-François Hertz, qui travaillent à la solidarité des alternatives wallonnes et bruxelloises, la SAOLB, et qui donc accompagnent au quotidien des projets dans l'économie locale, et notamment dans le circuit court, qui sont évidemment en lien direct avec l'exposé qu'on vient d'entendre. Et donc voilà, je remercie directement la parole, mais aussi en la remerciant très vivement de venir partager leur expérience. Merci, je vais essayer de se connecter. Oui. Voilà, c'est parti.
c'est de présenter l'économie sociale. Et comme on a 35 minutes pour présenter l'économie sociale, présenter les circuits courts, questions-réponses sur les deux sujets, je vais aller au pas de course en vous disant, en gros, l'économie sociale sont des entreprises, des ASV, des coopératives qui produisent des biens et des services de tout type. Vous allez avoir ça dans l'énergie renouvelable, dans les circuits courts, mais aussi dans la culture, dans le réemploi, dans la formation. Elles ont par contre comme point commun de chercher à répondre à un besoin. Alors c'est peut-être le besoin d'un large pan de la société, ou ça peut être le besoin d'un groupe qui a un intérêt commun, comme des travailleurs qui veulent être propres employeurs, ou par exemple les étudiants qui arrivent à l'UCL qui n'ont pas de syllabus qui crée la CIACO à ce moment-là pour avoir accès aux notes facilement. Tu peux trouver par ce truc, vous m'entendez bien ou pas? Très bien. Génial, ça va. Mais après, je passe la parole à François aussi. Enfin, donc l'idée, c'est j'ai une activité économique et mon but est d'abord d'être utile, et donc l'activité économique est vraiment un moyen au service de cette utilité. Du coup, ce que ça veut dire, c'est aussi que les bénéfices ne sont pas une pression sur l'activité, on cherche à avoir l'équilibre, et si on a plus, ça sert en priorité à réinvestir dans le projet ou dans d'autres, et donc les dividendes sont nuls, par exemple dans le cas des SVL, ou très limités dans le cas de coopératives, comme actuellement c'est limité à maximum 6%, ça ne veut pas dire qu'on a nécessairement 6%. Et alors, la troisième caractéristique de ces entreprises, c'est d'être gérées démocratiquement. Ça ne veut pas dire que c'est partout l'autogestion où tout le monde décide de tout ensemble, mais par contre, c'est quand même un chiffre fondamental parce que, habituellement, plus vous investissez, plus vous prenez des risques, et donc plus vous avez droit au chapitre, au moins à l'Assemblée générale. Là où l'économie sociale est assez révolutionnaire, elle va juste considérer que les êtres humains sont égaux, indépendamment de leur richesse, et elle tend du coup à faire un homme et une voix à l'Assemblée générale. C'est un sujet qui pourrait être beaucoup approfondi, mais je me dépêche de le dire. Chez SAVB, on est une fédération d'entreprises d'économie sociale, elles sont très diverses, plus ou moins de 130 aujourd'hui, il faut que j'actualise un trimestral. Et les actions que nous, on soutient prioritairement, en fait, on a une vision de l'économie sociale. Ok, c'est très bien qu'elle fonctionne, qu'elle crée des emplois, qu'elle preste des services, qu'elle produise des biens, mais on considère qu'elle a surtout un pouvoir de transformation de la société. Et donc, on a à cœur, c'est ça qu'on appelle faire mouvement pour l'alternative économique et sociale, si on est content d'être présent aujourd'hui, si on cherche à être impliqué aussi, par exemple, dans les mobilisations contre le TTIP, c'est vraiment parce que cette vision transformatrice de l'économie sociale. Et concrètement, dans nos actions, notre priorité, c'est de développer les entreprises sociales. Clairement, mon collègue Jean-François, c'est son boulot, c'est d'accompagner ceux qui entreprennent autrement, les guider dans ce qui est faisable, comment choisir les meilleures options, etc. La démocratie économique, je vous l'ai évoqué tout à l'heure, c'est fondamental pour nous. On ne peut pas se contenter de produire quelque chose d'utile, il faut aussi le produire autrement si on prétend avoir un rôle transformateur. Et donc, effectivement, on se penche aussi sur les résultats de ce projet de l'économie sociale, c'est-à-dire que ça va changer notre façon de consommer, de produire et de travailler. C'est vraiment les trois sujets sur lesquels on a à cœur de travailler. Et ça, oui, vous pouvez. C'est pas le cœur du sujet aujourd'hui, vous pouvez lire ça plus tard. Pour vous donner un peu des exemples d'entreprises qui sont chez nous, je vous ai aussi mis ça, mais en tout cas, ça pour la suite. Et puis, dans nos métiers aussi, quand vous dites qu'on a 3 thématiques d'action, ça veut dire qu'on fait des tas de choses différentes. Donc, il y a le travail habituel d'une fédération plutôt rassembler, fédérer et défendre, mais on a aussi à la fois les mains dans le cambouis avec les entrepreneurs sociaux à développer des entreprises avec eux. Et par ailleurs, une autre partie de mes collègues font de la formation, produisent des textes. Je vais d'ailleurs envoyer certains. Je pense que c'est par là que vous êtes arrivés chez nous. On en a produit sur les circuits courts aussi. C'est-à-dire que pour nous, une alternative, elle n'a d'intérêt aussi que si elle se réfléchit et elle se critique. Donc je ne vais pas venir vous dire que l'économie sociale est parfaite, c'est la solution à tout, et vous pouvez arrêter le séminaire, on a la solution pour la transition. C'est une alternative qui doit évidemment être mise dans ses contradictions et poussée à le vivre en continu. Par rapport au circuit court, comme il y a plus de bazar, là, je crois que Jean-François pourrait prendre le relais et présenter un peu le travail qu'on a fait, comment ça se fait qu'on a commencé à avoir des choses à raconter là-dessus. Alors, juste pour continuer sur la présentation, alors vous avez pu comprendre très brièvement qui nous sommes, et donc la présentation que nous allons faire ici des circuits courts, c'est important de savoir d'où nous sommes. On a une certaine vision des circuits courts qui n'est pas nécessairement, qui n'est pas la définition du circuit court. Tu parlais de transformation sociale.
ou sociétale, ça reste en arrière-fond toujours quand nous travaillons, quand nous publions, quand nous animons sur les conférences ou nous accompagnons des initiatives en circuit court. Oui, c'est juste un petit aparté, mais qui est quand même la présentation ne sera pas neutre, d'accord? Elle n'est pas neutre, d'autres termes. Alors, pourquoi le lien entre SAE et les circuits courts? C'est d'abord ça a toujours été l'alimentation durable, le développement local, le développement des territoires, ça a toujours été des sujets de prédilection quand même de l'économie sociale. Donc, de fait, nous avons toujours été présents dans ce secteur. Après, il y a quelques années, on est devenu référent d'un centre de référence des circuits courts qui existe encore plus ou moins, l'ASE s'est transformé en AUIM, ça c'est l'histoire wallonne. Et donc on a été assez présent et on a travaillé sur l'accompagnement, sur la modélisation financière et économique, sur aussi sur la logistique au niveau régional, sur cette thématique des circuits courts. Voilà, vous avez une idée des publications auxquelles on n'a pas les cahiers de transformation, on les a publiés, les autres on a participé plus ou moins activement à leur publication. On a aussi par exemple fait un travail sur l'agriculture sociale, et on va pas développer ça aujourd'hui. Détail pratique, moi je l'enverrai sur la présentation et en fait elle est cliquable, il y a des tas de liens pour aller plus loin, pour soigner vos frustrations quand je suis en train de gêner. Au-delà de travailler avec les autres dans le centre de référence circuit court, voilà, on a accompagné ces projets, c'est pas qu'on fait et des publics. Voilà. Si vous pouvez définir maintenant le circuit court. Alors voilà. Moi je vais commenter sur là. Voilà, moi je les ai ici. Voilà, il y a différentes version des circuits courts. En l'occurrence, il y a celle de la définition du gouvernement wallon et on est relativement d'accord avec cette définition. Et donc, est-ce que vous m'entendez assez bien ou pas? Oui, ok. Alors, dans les circuits courts, il y a évidemment l'idée de rapprocher le consommateur du producteur. Ça, c'est vraiment l'idée de base. Il y a une autre notion qui est importante, c'est la proximité géographique. C'est une autre notion qui est importante. Et une troisième notion qui est assez importante, elle est au niveau du prix. Alors l'idée qui s'apparente ici au commerce équitable, c'est d'avoir un prix juste, un niveau de rémunération juste pour le producteur et un prix correspondant pour le consommateur, un prix qui correspond à ce qu'il achète. Si vous allez chez Carrefour, vous achetez vos tomates à 0,65 cents le kilo, vous ne payez pas un prix juste, il y a quelqu'un qui en pâtit quelque part, et peut-être aussi il faut vous interroger sur la qualité des tomates. Donc l'idée aussi c'est pour le consommateur de reprendre conscience quelque part du prix des marchandises. On parle ici beaucoup d'alimentation, on parlera d'autres secteurs un peu plus tard. Et puis voilà, ça c'est vraiment les trois idées de base sur lesquelles se fonde la définition. Tu veux rajouter Et donc c'est l'idée de réduire le nombre d'intermédiaires, mais ça ne veut pas nécessairement dire pas d'intermédiaires, on va y revenir. Et puis j'essaie d'illustrer aussi qu'il y avait une grande diversité de secteurs. Quand on pense au circuit court, peut-être que la première idée qui vous vient c'est le panier de légumes, mais en fait ça pourrait être aussi, voilà, maintenant on fait des vélos à Bruxelles, c'est vélo fabrique, ça pourrait être la brasserie aussi, c'est vraiment un secteur qui est en train de grossir fortement, même si ça pose des questions aussi sur l'approvisionnement, est-ce qu'il est si court que ça pour tenir la matière première. Donc voilà, ici nous on va surtout parler de l'alimentation, mais on pourrait se plus largement. Et il y a une autre définition à laquelle on se retrouve bien, c'est des confrères français, du labo ESS. Et donc là, je vous la lis ici. Donc le circuit court, c'est une forme d'échange économique valorisant le lien social, la coopération, la transparence et l'équité entre les acteurs de l'échange. Donc ça, c'est une définition dans laquelle on se retrouve bien et qui correspond bien aux valeurs qu'on veut promouvoir. Et donc qui parle d'échange économique clairement, mais avec toujours en trame de fond le lien social et le lien sociétal qu'on peut tisser. Et donc vous avez entendu qu'on ne nous a pas parlé spécialement de bio. Par exemple, circuit court, ce n'est pas nécessairement synonyme de bio. Maintenant, c'est un cadre favorable pour choisir cette bio. Maintenant, il y a une grande diversité de modèles. Je pense que tu pourras m'expliquer quelques-uns. On ne saurait pas faire un continuum distinct entre du plus formalisé au plus informel, ni du plus solidaire au plus capitaliste, mais il y a quand même des grandes différences. Voilà, il y a différents modèles, et donc la première question qu'on peut se poser, donc je suppose que vous connaissez tous les GASAP ou pas. La première question, c'est qui est à l'origine de ce modèle? Alors ici,
si on prend les Kazakh par exemple, ce sont les citoyens qui sont à l'origine de ces modèles. Donc l'idée, c'est un collectif de citoyens qui tisse un lien particulier avec un ou plusieurs producteurs et qui, et ça c'est assez important, qui essayent de planifier les commandes sur une période relativement longue, qui peut être 6 mois ou un an. Planifié et donc préfinancé. Et préfinancé, ça c'est fondamental. Alors préfinancé, il n'y a pas besoin de faire ça. Planifié, ça permet aux producteurs de s'assurer que pendant 6 mois, il va pouvoir livrer tant de tonnes de tomates, tant de tonnes de poireaux. Ça lui permet de planifier sa production aussi, et ça évite évidemment des déchets. Je pense que ces derniers temps, on a beaucoup parlé de tout le gaspillage alimentaire qu'il y a, ça permet aussi d'éviter ces écueils-là. Oui. Par contre, l'organisation de la distribution dans ce cas-là, elle implique souvent l'implication des membres du GAZAC, c'est-à-dire que vous allez bénévolement tous les X temps prendre la commande, la réceptionner, la diviser pour qu'elle soit, après que chacun vienne chercher ses paniers. Si c'est des choses que vous connaissez déjà, dites-le nous et on passe à autre chose. Si c'est pas clair, vous le dites aussi. Hein. Si vous avez des questions, si on parle trop jargon, vous nous arrêtez et la présentation peut aussi être interactive. Il y a 2 autres initiatives qui en termes d'origine sont relativement similaires parce que ce sont des producteurs qui se sont mis ensemble pour créer, qui sont mis en collectif pour créer une entreprise. Donc haricots verts et paysans, en termes de modèles économiques, sont un peu différents. Paysans artisans se fondent notamment sur du bénévolat en fait, sur un grand nombre de bénévoles qui en l'occurrence animent des points de vente. Haricots verts, eux, on a d'autres modèles, c'est-à-dire qu'ils livrent souvent sur des lieux de travail. Donc, je sais pas si... Et ils ont aussi un magasin. Et ils ont aussi un magasin. Alors ça a commencé par lieu de travail, et après effectivement il y a différentes possibilités de commercialisation. Par exemple, à l'origine d'Haricots verts, je pense que ce sont plutôt des producteurs. Et le magasin, le modèle économique, va reposer sur le fait de faire travailler des personnes qui sont en insertion socio-professionnelle et qui ont donc avec elles des subventions de la région wallonne qui permettent de diminuer leurs coûts. Alors, on va parler après de la mixité sociale aussi, qu'il y a avec des producteurs, des consommateurs, des travailleurs qui n'ont pas tous le même profil. Est-ce que certains d'entre vous connaissent Haricots verts ou paysans artisans? Oui. La ruche Cuvilly, je suppose que vous connaissez. Alors la ruche Cuvilly, c'est un autre modèle. Alors là, qui est à l'origine du modèle? Ce sont des investisseurs. Donc c'est parti d'une idée, c'est une start-up. Il y a des investisseurs qui sont des investisseurs qui ont les moyens. C'est Xavier Niel notamment, c'est Free en France, vous connaissez. Donc c'est des gens c'est des gros investisseurs quoi, qui ont fait fortune. Alors l'idée aussi, c'est de rapprocher le consommateur et le producteur. Mais donc on est plus dans une tripartite, il y a le consommateur, il y a les producteurs, il y a un animateur et puis il y a les investisseurs qui fournissent toute la dimension communication et la dimension aussi informatique, parce que la plateforme informatique est assez importante. Ce qui veut dire aussi que dans le circuit, on aura l'occasion d'en parler plus tard, et c'est pour ça que nous on est un peu critique par rapport à ce modèle, dans le circuit, il y a une commission qui va vers, en l'occurrence, les actionnaires principaux, une commission de 7 ou 8%, ce qui n'est pas négligeable, et donc ce qui... Je crois qu'on arrive plutôt à 20% de commission au total. Au total, oui, mais qui part chez l'investisseur, je crois que c'est 7-8%. Ce qui veut dire que quelque part, qui paye cette commission, c'est le producteur qui baisse ses prix, c'est le consommateur qui paye plus cher. C'est un modèle qui est discutable, mais en tout cas, ce qu'on peut constater, c'est que je pense qu'il y a 43 ruches maintenant en Belgique, ce qui est assez et par contre, là, c'est hyper flexible, les commandes se font en ligne et c'est quelqu'un qui a un statut d'auto-entrepreneur qui remplace le bénévole que je vous ai décrit tout à l'heure pour organiser la distribution de la commande. Maintenant, il a un statut relativement précaire. Je ne pense pas qu'on puisse considérer qu'on gagne bien sa vie en étant l'intermédiaire de la ruche qui lui paye. Non. Et tu voulais encore... Ah oui, évidemment, c'est plutôt à l'origine, c'est plutôt mixte, c'est un collectif d'épiceries solidaires, de restaurateurs et de producteurs. Et en fait, le collectif qui s'est formé fait la logistique entre ces différentes parties prenantes. Et donc c'est dans la province de Luxembourg. C'est un modèle relativement intéressant aussi, on ne va pas développer. On aurait pu rajouter Biscoop aussi. Oui, on s'est dit que vous connaissiez tous.
Est-ce qu'il y a des impacts économiques? Oui, alors les impacts économiques, je ne vais pas venir avec des chiffres. Il y a des chiffres, c'est relativement difficile à mesurer. Il y a des chiffres qui disent plus ou moins, c'était quoi? C'était 5% de part de marché. 5% de part de marché, voilà. C'est en plein développement, ça c'est indéniable, mais il y a toujours il y a une tension, c'est le serpent qui se mord la queue, ou c'est un cercle vertueux. Il faut que l'offre réponde à la demande et la demande puisse satisfaire l'offre. Donc il y a toujours un équilibre qui se fait, et donc ça grimpe selon les régions parallèlement, mais l'équilibre n'est pas toujours facile à atteindre. Alors l'objectif, un impact économique direct, c'est la redynamisation des territoires. Je ne vais pas vous faire un exposé sur l'agriculture paysanne et le nombre de petites fermes qui ferment hebdomadairement, mais c'est assez considérable. Et aujourd'hui, voilà, avec les subsides européens, il faut avoir une taille critique. Et donc, il y a une réflexion autour de ça, et pour redynamiser les territoires ruraux notamment. Et donc, voilà, les circuits courts peuvent participer à ce processus de relocalisation d'activités économiques pour l'alimentaire, mais aussi, d'une certaine manière, aussi pour le non-alimentaire. Alors, qu'est-ce qui est important dans cette définition des circuits économiques? C'est que tous les acteurs de l'échange sont impliqués, et donc les 4 acteurs principaux dans une filière de circuits courts sont les producteurs, les distributeurs, les transformateurs, les distributeurs, et puis finalement les consommateurs. Et l'idée, c'est que l'ensemble de ces parties prenantes soient impliquées dans la construction de filières de circuits courts. Ils interagissent et développent des écosystèmes vertueux. Effectivement, l'idée, c'est de faire volume, de changer d'échelle, et plus vous grandissez, plus ça implique plus il y a des producteurs, des distributeurs, des consommateurs qui sont impliqués, plus la croissance se fait facilement. On verra les contraintes en termes de volume et de logistique, on en parlera brièvement après. Et donc, on contribue, ça c'est notre vision en tout cas, contribue à une transformation sociétale assez profonde, en tout cas sur certains territoires. Alors, les impacts environnementaux, oui. Donc, quand on dit impact environnemental, on pense directement logistique. Alors là, c'est juste 2 petits slides pour un peu casser des préjugés. Alors, certaines définitions, bien qu'elles soient en train de changer, disent un circuit court, c'est quand il y a le moins d'intermédiaires possible. Nous, on s'inscrit quand même en faux là-dedans, parce que l'idée ici, bon, là vous voyez, Robert va en ville, fait 15 km pour aller acheter ses légumes. Il y a une autre possibilité, c'est qu'il y a un intermédiaire en fait, ici, que Robert puisse. Il y a un intermédiaire, donc ça c'est plus facile. L'idée, c'est qu'il ne faut pas seulement mesurer la distance entre Petra Smith et le marchand, mais il faut additionner l'ensemble des distances, y compris les intermédiaires, pour mesurer l'impact environnemental et le nombre de kilomètres que vous faites. Si chacun va acheter sa viande à la ferme, ça fera beaucoup plus de kilomètres que si on a un point de vente qui est central et qui joue le rôle d'intermédiaire entre le producteur et les différents consommateurs. Et donc il faut additionner les distances au total pour voir si les circuits sont vraiment... Alors, vous pouvez être court au niveau relationnel, vous êtes en direct avec votre producteur, mais en fait au niveau géographique, c'est une gabegie. Totalement. Et donc, curieusement, ajouter des intermédiaires peut raccourcir le circuit court. Bon, après, il ne faut pas en ajouter à l'infini. Mais ça, donc vraiment l'idée, c'est de casser ici l'idée qui était plus des environnementalistes au départ, qui était le circuit court, c'est quand vous achetez votre viande chez l'éleveur. Ça, c'est un circuit court. Non, c'est ni logistiquement, ni économiquement efficace, c'est vraiment efficient. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'au niveau social, les circuits courts vont clairement multiplier les interactions, on pourrait dire entre consommateurs, producteurs, entre consommateurs, distributeurs, producteurs, mais aussi producteurs entre eux, consommateurs entre eux et distributeurs entre eux. Donc, c'était l'aspect positif de redynamiser aussi les relations et décupler les possibilités, les créativités, les synergies. Maintenant, ça a aussi un peu des limites, c'est de voir à quel point est-ce que les circuits courts sont accessibles culturellement. Je sais pas qui a déjà tenté le coup du panier, surtout avec des légumes qui ne savent pas comment cuisiner. Enfin, ce sont des évidences, mais qui sont des sérieux freins. Et puis, savoir aussi est-ce que le niveau économique de ce qu'on propose est un prix juste pour le producteur, mais est-ce que tout le monde sait l'accueillir? Est-ce qu'on développe finalement une alimentation à 2 vitesses?
voilà, ça c'est des questions que les cyclos doivent se poser aussi. Et c'est les défis qui sont devant nous, quoi. On essaye de résoudre. Et je pense que ce n'est pas nécessairement qu'une question économique, mais vraiment culturelle, quoi. Je pourrais avoir des personnes qui ont le même revenu financier, mais qui ne vont pas adhérer au circuit court pour autant, quoi. Ça ne va pas leur convenir culturellement. Voilà. La saisonnalité du vêtement, la saisonnalité des fruits et légumes, par exemple, est un bon exemple. Voilà. Ça, je pense qu'on a déjà parlé, tout l'enjeu de cette question de revenu équitable. Ouais. Là-dedans, ce que je peux rajouter, oui, donc là, c'est voilà, le prix juste et une rémunération équitable. Et j'y viendrai juste après avec un exemple, c'est comment rétablir un rapport de force plus équitable. Et donc, c'est tout de suite la question des volumes. Comment rétablir un rapport de force entre les producteurs et les consommateurs. Rapport de force qui, entre les chaînes de supermarchés et le producteur, est totalement déséquilibré, ça va de soi. Et comment les circuits courts, la question qu'on se pose ici, et l'enjeu majeur, c'est comment rétablir un rapport de force plus ou moins équitable entre producteurs et consommateurs. Alors, en fait, un des enjeux, c'est de réussir à avoir suffisamment de production pour qu'on en vive confortablement. En même temps, quand j'ai autant de production, je ne peux pas imaginer que je vais faire de la vente directe à la ferme. On l'a vu, d'une part, c'est un coût énorme pour l'environnement et pour les consommateurs, mais d'autre part, en fait, c'est un métier supplémentaire, c'est une implication en termes de temps disponible, aménagement, métier, c'est des autres compétences de vendre ces produits au comptoir que de les faire pousser ou de les obtenir, etc. Et donc, ça pose des questions, à un moment donné, il faut que j'ai une logistique adéquate ou des moyens de transformation adéquats pour valoriser ma production. Mais de notre côté, je parle d'un cercle parce que pour que ma logistique soit tenable, pour que la transformation puisse exister et vaille la peine, il faut que j'ai une production suffisante aussi. Donc c'est vraiment sur ces deux aspects-là, je pense qu'on a déjà parlé des enjeux sociaux, mais c'est aussi quand on conçoit la filière en circuit court, c'est sur ces deux aspects-là qu'on peut avoir prise et pouvoir faire démarrer la chose de façon plus intéressante. On a plus ou moins 5 pistes à vous présenter, des options qui ont été prises pour faire bouger les choses en termes de rapport de force, de masse critique, de logistique de transformation. Oui, Connolly, c'est un exemple luxembourgeois, du Grand-Duché de Luxembourg. Donc c'est une initiative qui est partie des producteurs qui se sont rendus compte que le rapport de force, comme je l'ai dit, était totalement inéquitable. Et donc l'idée, ça se rapproche d'un concept que nous défendons, qui est le concept d'association économique, qui est en fait créer mettre ensemble, en tout cas les producteurs bio, c'est un distributeur, BioGros, c'est plutôt un transformateur, et Naturata, c'est une chaîne de magasins, mettre ensemble l'ensemble de ces parties prenantes qui interagissent au sein de ce qu'on appelle des cercles de concertation et qui se mettent d'accord en termes de production, combien je vais produire, combien je vais transformer, en fonction évidemment de la demande, et qui vont réguler quelque part l'offre et la demande de manière concertée. Ça évite les gaspillages, ça permet de la planification sur le long terme, et principalement pour les producteurs, et ça permet donc, ça a une conséquence directe aussi sur le prix. Et donc, ils se sont développés, c'est certainement un cas particulier, mais ils se sont développés assez fortement, et aujourd'hui, ils ont une main mise sur la filière bio à Luxembourg, et de nouveau, pour parler des rapports de force, ils ont réussi à établir un véritable rapport de force entre les producteurs et ces membres de la filière et les grosses chaînes de supermarchés luxembourgeoises qui sont quasiment obligés de passer par eux, et ce qui permet d'atteindre un équilibre en termes de prix et de commerce, si vous voulez, de principe de commerce équitable. Donc ça, c'est un exemple qui est vraiment très très intéressant. Énormément de gens en Belgique, en France viennent visiter ce groupe, et ils sont très ouverts aussi à partager leur modalité de fonctionnement. On en parle dans une des analyses que je peux envoyer par mail, si vous voulez voir un peu plus en détail. Voilà, les cahiers, on en a parlé. Donc l'idée c'est la suivante, c'est que les producteurs ont souvent du mal à écouler leurs marchandises. Alors la transformation est une des solutions parce qu'elle permet aussi de retarder les délais de péremption. Si vous faites des conserves de tomates, a fortiori elles se garderont plus longtemps que les tomates, donc ça évite également le gaspillage. Donc voilà, on a travaillé sur des cahiers qui en termes... et donc l'idée aussi c'est de créer des ateliers de transformation collectifs entre différents producteurs parce que c'est des investissements qui sont quand même relativement conséquents. Et donc voilà, on a travaillé sur des cahiers qui
des cahiers pédagogiques qui traitent de la création, de l'aspect aussi bien technique, et, alimentaire, sanitaire, que de l'aspect économique et agricole. Et l'intérêt de la transformation, c'est pas seulement la durée du produit, mais c'est aussi la valeur ajoutée qui est. Vous gagnez plus quand vous vendez une conserve que quand vous vendez des produits. Bien sûr. Ici, ce sont 2 magasins maintenant qui sont créés, je crois qu'ils sont à Nu et au-dessus de Namur, à Nîmes, je crois. Et donc, c'est le son. Ils ne sont pas tout à fait dans la même économie sociale, donc le nom dit est assez explicite. Hein. Donc l'idée c'est de vendre toute une panoplie de produits la plus large possible, issus des producteurs locaux. Donc après, il y a eu des gros investissements. C'est la famille Mesdar, donc il y a quand même des financements qui ne sont pas négligeables, et donc, mais qui sont assez intéressants à la mesure où ils ont rapidement pu faire volume et avoir un impact assez fort au niveau régional. Et donc, vous vendez beaucoup, vous avez une grosse offre, vous avez une grosse demande, donc de nouveau, hein, le cercle vertueux se construit assez facilement. Donc c'est un exemple relativement intéressant. Alors, ici c'est les Liégeois, la ceinture alimentaire liégeoise, c'est une dynamique il y a quelques années et qui est vraiment progressive, mais qui va assez crescendo, vous conseillez de les suivre de près. Donc c'est d'abord intéressant la ceinture alimentaire liégeoise parce qu'elle mélange des producteurs, des mangeurs, mais aussi des pouvoirs publics et aussi des chercheurs. Ça, je trouve une alliance qui est beaucoup plus forte quand elle est inscrite comme ça. Et elle a des acteurs structurants qui sont des coopératives d'économie sociale. Les uns produisent, comme les Compagnons de la Terre, d'autres vont être comme la coopérative ardente dans la distribution. Cyclanterre fait des semences traditionnelles, par exemple Rayon Neuf va faire la livraison à vélo. Donc vous voyez, on a des activités bien définies, mais qui tâchent de se compléter. Et eux, ce qu'ils essaient de faire, ici, le prochain défi immédiat, ils vont essayer de créer un magasin pour distribuer tout ça en centre-ville, puisque la coopérative ardente, elle est en ligne pour le moment, elle n'est pas en physique. Voilà. Mais eux, ce qu'ils disent, c'est quand vous voyez la logistique, habituellement, la grande distribution, son schéma, c'est celui d'une étoile, quoi. Tout le monde produit n'importe où, mais centralise à un endroit, et puis de là, on part et on va acheminer tous les points de distribution. Autrement dit, vous devez dézoomer et visualiser des tas de camions qui passent plus ou moins dans tous les sens, qui sont aux 3/4 remplis ou à moitié, qui retournent parfois vides, parfois remplis, on ne sait pas. Et eux, ils se disent, mais si on cassait cette logique-là, et plutôt que d'avoir par exemple une série de producteurs ou de points de distribution qui vendent certains produits, pourquoi est-ce qu'on ne remplirait pas le camion à chaque fois qu'il circulerait en cercle, ce qu'ils appellent un marché niché, donc plutôt que faire une étoile, on fait un cercle. Quand je passe chez l'un, je dépose les produits de l'autre, et je reprends ces produits et je les dépose chez l'autre, etc. De telle sorte en fait que vous multipliez l'offre, c'est-à-dire que quand moi j'irai à un point de distribution, je n'aurai pas les produits de 3 acteurs du système, mais peut-être de 10. Et donc vous pouvez fidéliser votre clientèle, et puis par ailleurs, en tant que producteur, vous multipliez les points où vous pouvez distribuer vos produits. Donc ça c'est dans les cartons de la CATL, c'est le projet qui doit tester dans les prochaines années. Et dans leur cas, par ailleurs, le point dans votre marché niché, ce qu'ils imaginent par exemple pour la CATL, ici il y a des acteurs qui vont être structurants, qu'on a mis plus proche du cercle. On a parlé, vous ne savez pas du tout lire en fait, c'est tout flou. De près, c'est beaucoup plus flou. De pôle relais agricole, à Nordrhein et à Blény, par exemple, qui sont des lieux qui vont pouvoir gérer et de la logistique et aussi peut-être de la transformation, qui vont être complémentaires. Ils vont évidemment avoir l'un qui sera plutôt sur les produits laitiers et céréales, et l'autre plutôt peut-être sur tout ce qui est viande et légumes. Et dans votre cercle, vous pouvez très bien avoir des connexions avec d'autres. Donc, par exemple, la bio, elle va aussi traverser la brasserie, ou avec celui qui fait les livraisons en vélo, qui a des champignons qui iront à l'épicerie, mais aussi Circuloc qui va être un restaurant plutôt gastronomique, ou avec la frite qui existe déjà et qui est plutôt du fast-food de qualité. Donc, c'est sortir du schéma habituel de l'étoile et en tester un autre. Ça a déjà, alors là c'est en projet à la CATL, mais en fait ça existe déjà par exemple aux Pays-Bas. Ça a déjà été étudié. Et alors, encore une autre piste pour les circuits courts, on a pensé à... c'est une initiative dans la province de Liège.
En fait, elle est intéressante et discutable à la fois. Donc c'est la province de Liège qui finance. En fait, l'idée c'était de rapprocher les supermarchés Carrefour, Delhaize des producteurs directement. Alors ce que fait ici Promogest, il n'y a pas de centre logistique, mais il s'occupe de tout l'acheminement et du référencement, de la gestion des commandes entre les différents producteurs et quelques supermarchés de la province liégeoise. Alors c'est vraiment une initiative très intéressante et à la fois elle montre de nouveau cette contrainte en termes logistiques et de volume, puisque c'est le contribuable qui paye plusieurs personnes chez Promogest pour financer cela. Parce que les volumes sont insuffisants pour pouvoir payer les gens pour pouvoir s'autofinancer. Alors à plus grande échelle c'est possible, en tout cas à ce stade-là c'est pas possible, ça doit être financé. Là où par contre la CATL, les acteurs structurants dont je vous ai parlé, les coopératives a priori elles font beaucoup appel à l'épargne citoyenne. Il y a pour le moment par exemple la région Wallonne elle double votre mise si vous êtes une coopérative citoyenne et que vous avez mobiliser de l'épargne, elle peut venir investir aussi. Mais donc, ce n'est pas des structures qui sont perfusées sous subside. Il y a un investissement ici pour la coordination de la CATL pour développer des projets de test, mais tous ont à chaque fois vocation de pouvoir être autonomes financièrement. Et pour faire le lien avec l'exposé précédent, le valeureux a vocation à devenir la monnaie de la CATL. Et dans les choses qu'ils doivent tester, par exemple, c'est le paiement B2B, donc entre business avec les valeureux. C'est pas encore fait, mais c'est pas loin. C'est vraiment des choses. On vient vous en reparler dans 6 mois ou 1 an. C'est pas utopique. Enfin, si, c'est fondamentalement utopique, mais c'est très bien, c'est réaliste aussi. Voilà. Voilà, mais on va pas le développer, on va vous dire que ça peut être aussi l'énergie. On voulait vous citer Cositer et EcoPower par exemple, et on devrait rajouter énergie 2030. Donc, de un, les citoyens peuvent aussi se regrouper et ériger leurs propres éoliennes. Mais l'étape suivante, qui est déjà franchie au nord du pays et de plus en plus au sud du pays, c'est qu'on peut aussi être les distributeurs de l'énergie. Parce que c'était un peu un comble de se dire on produit l'énergie verte et puis elle repart dans le circuit. Et on continue de s'alimenter chez des Lampiris ou autres qui finalement font venir l'énergie de l'extérieur. Et c'est, mine de rien, une des choses qu'on n'a pas développées ici, quand on parle de réappropriation citoyenne, c'est que c'est aussi s'approprier des savoirs et des compétences, enfin devenir distributeur d'énergie, c'est un sacré défi, quoi. Déjà, faire monter une éolienne, c'est pas mal parce que c'est hyper technique, vous allez négocier avec des multinationales et vous devez rassembler des sommes énormes. Mais techniquement, pouvoir être distributeur, c'est encore aussi... Et c'est là, en fait, l'enjeu de la démocratie, c'est aussi ça, quand on dit qu'on veut ne plus dépendre de l'influence de décisions qui sont externes, éloignées, etc., ben, il faut avoir un pouvoir, c'est être capable de l'exercer, de le comprendre, et en tout cas, vous pouvez discuter avec Cositer, c'est compliqué de devenir distributeur, mais c'est faisable. Je vous avais renvoyé d'ailleurs une des vidéos que je vous épargne, et puis quelques pistes pour aller plus loin. Et nous, on est encore à votre disposition après. Merci de cette présentation très claire qui complète en déjà assez bien la présentation précédente. Donc voilà, mille merci à tous les trois. Et puis voilà, il est déjà évidemment presque l'heure, mais